Le Costa Rica. Un pays riche en volcans magnifiques, plages pittoresques et jungles denses. Suivez-nous dans notre aventure 4 roues à travers l'un des pays les plus riches en biodiversité sur notre planète. Dès notre arrivée à l'aéroport, nous avons été chaleureusement accueillis par notre agence de location qui nous a présenté notre voiture pour les 4 semaines suivantes. Ayant reçu les instructions détaillées, nous nous sommes vite retrouvés à quitter la ville. En à peine 2 heures, nous avons atteint le premier passage des routes caouteuses dans la zone sauvage du Costa Rica. Quand nous sommes arrivés à notre destination, nous avons fait une courte randonnée vers le volcan Barva. La promenade à travers une belle forêt moussue nous a amenés à la frontière continentale entre le Pacifique et les Caraïbes. Après quelques kilomètres, nous avons découvert une plateforme d'observation pittoresque qui donnait sur la lagune du volcan. Nous avons eu de la chance de voir des nuages rapides autour des massifs montagneux du Costa Rica. Peu de temps après, retournés vers la voiture, nous avons connu notre première tempête de pluie tropicale au Costa Rica. Il n'a fallu que quelques minutes pour inonder les routes. Tôt le lendemain matin, nous avons visité le volcan Poás. Nous avons eu une grande éruption il y a 2 ans. C'est pourquoi tout le monde maintenant porte un casque et c'est à cause de cela que les autres sentiers sont fermés. Il vous faudra 10 ou 15 minutes pour atteindre le point de vue. C'est 700 mètres à pied. Dès que vous arrivez au cratère, vous disposez de 20 minutes. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pu voir rien qu'un mur de nuages. Mais comme les nuages se déplaçaient à très grande vitesse, nous gardions espoir de jeter un coup d'œil au lac de cratère. C'est toujours spécial de recevoir plus que ceux qu'on attendait. Arrivés au lac de cratère du volcan Poás, il y a 1 heure, nous n'avons vu que des nuages et du brouillard. Mais en 40 minutes, la vue s'est dégagée et nous avons pu admirer le lac de cratère et le paysage environnant. C'était merveilleux. Par des routes sinueuses, nous nous sommes rendus à Alto Palomo où nous nous sommes trouvés impliqués dans un atelier de café et de cocktails. Nous n'étions pas durs à convaincre de rester et découvrir une tradition costaricienne pour préparer le café. Nous avons admiré le paysage magnifique pendant quelques temps avant de continuer notre voyage. Quand nous nous sommes trouvés dans un col de montagne étroit, le brouillard masquant la vue a apparu. Toutefois, nous avons aperçu un beau ruisseau bleu au milieu d'une forêt verte qui nous invitait à faire une petite pause. Pas très loin, une superbe cascade plongeait d'une hauteur de 90 mètres à travers la jungle. Catarata del Toro est l'une des cascades les plus impressionnantes du Costa Rica. Le sentier de randonnée avec un escalier à 350 marches mène jusqu'au bas de la cascade. La forêt environnante abrite une grande diversité de plantes et d'animaux tels que des colibris, des cailles et des écureuils. Au Costa Rica, nous avons vite compris que les distances semblaient plus courtes sur la carte qu'en réalité. Il nous a fallu beaucoup de temps pour nous déplacer car la vitesse de conduite était souvent limitée à 30 ou 40 km/h. Nous avons ensuite exploré l'extrémité nord de la vallée centrale avant de repartir vers le sud.
En voyageant le long de la route montagneuse, nous avons aperçu une cascade particulièrement pittoresque à travers une gorge. Peu de temps après, nous avons dû quitter la sérénité des montagnes comme nous avions besoin de traverser plusieurs villes. Une fois la ville quittée, nous nous sommes bientôt retrouvés sur un chemin de terre étroit dans la recherche d'une place pour le camping. Bon matin de notre camping sur la montagne du volcan Irazu. Il est très calme ici et terriblement froid pour le Costa Rica, peut-être 5 degrés au maximum. Bon, nous venons de préparer le café et nous sommes presque prêts à commencer la journée. En descendant, nous avons aperçu un paysage pittoresque autour de nous. Une courte promenade nous a amenés au cratère du volcan Irazu. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le sommet du volcan où nous avons garé notre voiture dans un des endroits les plus épiques. Avec sa hauteur de 3432 mètres, le volcan Irazu est le plus haut volcan du Costa Rica. Il est aussi assez venteux. De la distance, nous avons vu la fumée sortir du volcan Turrialba, qui est actuellement fermé pour les visiteurs. En voyant la file de véhicules pour entrer dans le parc, nous étions heureux de l'avoir visité tôt le matin. Nous nous sommes dirigés vers le sud et nous avons pu bientôt admirer la vue de la fertile vallée d'Orosi, très populaire auprès des cyclistes. Le parc national Tapanti, l'un des endroits les plus humides du Costa Rica, fait partie de la vallée d'Orosi. L'eau est un élément essentiel de l'écosystème de la forêt tropicale. Alors, nous acceptions la pluie avec plaisir pendant nos courtes randonnées. Ce même après-midi, nous nous sommes installés juste au bord de la rivière Orosi. Nous avons remarqué quelques insectes fascinants sur l'arbre à proximité. Les fourmis coupeuses de feuilles peuvent transporter des charges jusqu'à 20 fois leur poids. Elles coupent les feuilles pour les utiliser comme un terrain fertile pour des champignons qu'elles cultivent dans leurs habitations souterraines. Après des êtres humains, des fourmis coupeuses de feuilles forment les sociétés animales les plus grandes et les plus complexes sur la Terre. Les trajets qu'elles suivent ne sont rien de plus court que des autoroutes. Le lendemain, nous nous sommes réveillés au son du grondement de la rivière. Pendant que nous apprécions notre café du matin, le soleil s'est levé et a baigné le paysage avec une belle lumière dorée. Peu après notre départ du camp, nous avons trouvé une passerelle fascinante sur la rivière Orosi. Il était temps pour nous de quitter la vallée centrale et nous diriger vers la mer des Caraïbes. Notre arrivée au bord de l'océan nous a suscité une grande émotion. Les plages idylliques étaient presque vides et le soleil illuminait les palmiers. Nous admirions le soleil se coucher lentement notre premier soir dans le camp au bord de la mer. Le point essentiel de notre voyage à la côte sud des Caraïbes était la visite du parc national Cahuita. Nous avons bénéficié des services d'un guide local pour découvrir la vie sauvage bien camouflée. Partout où il y a des amandiers, même et dehors du parc, il est possible de voir un paresseux là-haut. Bon, c'est... Car ils vivent pratiquement sur ces arbres. Nous nous sommes promenés pendant 2 heures et nous avons vu un large éventail d'animaux. Nous avons remarqué un iguane assis au sommet d'un arbre et profitant du soleil. Plus bas, nous avons vu quelques lézards Jésus-Christ toujours très bien cachés. Leur nom provient de leur capacité à courir sur l'eau jusqu'à 40 mètres.
Leur parent éloigné est une vipère de Schlegel que nous avons trouvée perchée sur une branche. Il était plus facile de remarquer un agouti se régalant d'une noix justement près du sentier. Plus tard, un bruit fort nous a permis de découvrir un groupe de singes hurleurs en haut d'un arbre. Et finalement, nous avons rencontré une famille de ratons laveurs qui traversaient la plage. Après une matinée passionnante, nous avons installé le camp dans un endroit tranquille, près de l'océan où nous avons initié un petit nettoyage. Nous avons été récompensés par un coucher de soleil spectaculaire et une forte averse le lendemain matin. Nous avons attendu plus d'1 heure, mais il n'y avait aucun signe qu'il allait cesser de pleuvoir. Nous avons décidé de nous déshabiller pour ne pas nous tremper et de démonter rapidement la tente. Les activités de plein air perdent leur attrait sous la pluie. C'est pourquoi nous nous sommes dirigés au nord, vers Tortuguero. Tortuguero est une petite ville entourée de l'eau et accessible uniquement par bateau. Le tour en bateau nous a offert une brise agréable dans ce climat chaud et humide. La rivière était d'une couleur brune inhabituelle, ce qui s'expliquait des sédiments emportés par la forte pluie. 40 minutes plus tard, nous sommes arrivés à notre destination, Tortuga Lodge. Cet hôtel niché loin sur l'extrémité nord de la lagune est un véritable bijou. Une petite piscine à débordement, des sentiers dans le jardin et des hamacs pour se relaxer. Chacun va se calmer dans cet endroit. De plus, le personnel amical a rendu notre séjour inoubliable. Pura vida, pour moi, et tout. Pura vida. Oh mon Dieu, j'aime ce jour, j'aime ma vie, j'aime parler avec vous. Ouais, exactement. Maintenant, nous explorons les sentiers dans la forêt tropicale privée de notre hôtel, ici dans Tortuguero. Il a beaucoup plu ces derniers jours, ce qui signifie que la plupart des sentiers sont inondés d'eau et de boue qui servent certainement de terrain fertile pour des moustiques qui grouillent autour de nous. Les bottes en caoutchouc nous ont beaucoup aidés à maintenir les pieds secs, au moins jusqu'au moment quand l'eau a atteint le niveau des genoux. Après quelques minutes sur le sentier, nous avons découvert que nous sommes entourés de milliers des minuscules grenouilles vénéneuses. Leur couleur rouge vif sert d'un signe d'avertissement pour des prédateurs. Le fait intéressant est que ces grenouilles ne produisent pas du poison eux-mêmes. Elles deviennent toxiques après avoir mangé certains types de fourmis. Dans les jardins de l'hôtel, nous avons remarqué beaucoup d'autres animaux, tels que des chauves-souris, un jeune caïman, un grand iguane, une honore, un pic à bec clair, un cassique de Montezuma et beaucoup d'autres oiseaux. Nous étions beaucoup impressionnés par les différents types de toucans, tels que cet Aracari à collier. Ils sont faciles à reconnaître grâce à leur bec brillant. Des Aracari vivent en groupe jusqu'à 15 oiseaux. On peut souvent les voir se régaler des fruits. Leur cousin proche, le toucan tocard, est sans doute encore plus frappant. Il était impossible de ne pas remarquer ces singes hurleurs à manteau doré qui grognaient bruyamment en grignotant leurs feuilles préférées dans le jardin. Ce sont les plus grands singes en Amérique. Ils sont bien célèbres pour leurs hurlements,
qu'on peut entendre de la distance jusqu'à 5 km dans la forêt tropicale. Tout comme d'autres singes, ils se déplacent en sautant de branche en branche. Bien qu'on pût facilement passer plusieurs jours dans l'hôtel, nous avons décidé d'explorer les environnements. Un petit bateau nous a transportés à l'autre côté de la lagune. Là-bas, nous avons pris la route qui nous a amenés directement dans l'aéroport local où de petits avions de passagers atterrissent et décollent plusieurs fois par jour. Après l'aéroport, nous sommes arrivés sur la plage qui est une attraction essentielle de Tortuguero. De mars à octobre, des tortues luttes et des tortues vertes viennent sur cette plage pour pondre leurs œufs. Environ 70 jours plus tard, des bébés tortues écloront dans le monde dangereux plein de prédateurs. Malgré le fait que la plage était la destination touristique principale, elle était pleine d'ordures. Le meilleur moment en ce qui concerne le nettoyage d'une plage est que les autres gens te voient et s'inspirent de ce que tu fais. Et cela se développe en effort commun de tous ceux qui nettoient la plage, ce qui la fait beaucoup plus belle et propre. Nous avons été récompensés quand nous avons vu une tortue nouveau-née qui rampait vers l'océan. Le lendemain, nous sommes partis tôt le matin pour un voyage en canoë. Le canoë nous a permis de nous déplacer silencieusement le long des petits canaux où nous observions la nature à courte portée. Nous avons eu la chance de remarquer un groupe de capucins à face blanche qui traçaient leur chemin à travers les arbres. Ces singes d'une grande intelligence sont très sociables. Ils vivent en groupe jusqu'à 16 animaux. Ils sont effrontés aussi bien que gentils et connus pour voler des touristes inattentifs. Peu après notre retour, nous avons été surpris par la pluie dans toute sa splendeur. C'est bien stupéfiant de voir à quelle vitesse autant d'eau peut tomber sur la terre. Après 3 nuits à Tortuguero, il était le temps de dire au revoir et nous sommes retournés vers la voiture. Bon, c'était un début difficile après 3 nuits à Tortuguero. Notre voiture ne voulait pas démarrer bien que nous l'eussions branchée à 2 véhicules différents. Mais ensuite, nous lui avons donné 10 minutes supplémentaires pour se charger. Et heureusement, elle a démarré. Et maintenant, nous allons à la recherche de nouvelles aventures. Donc, nous avons quitté les Caraïbes et nous sommes allés à travers le nord du Costa Rica. Enfin, nous sommes arrivés au volcan Arenal. Nous avons installé notre tente directement sur le bord du lac Arenal avec une vue sur le volcan. Bien sûr, nous n'avons pas hésité à nager dans les eaux froides du lac. Sur le chemin au sud du lac, nous avons essayé la profondeur de la rivière et nous avons prudemment décidé de ne pas la traverser.
Au lieu de cela, nous sommes allés à des sources chaudes le long de la route, où nous avons profité d'un massage relaxant en cascade. Même si le volcan Arenal était calme lors de notre visite, il a été actif à plusieurs reprises dans le passé. L'un des vestiges de l'émission précédente est une coulée de lave de l'année 1968 qu'on peut rencontrer sur le sentier de randonnée. Pura Vida signifie pour moi le mode de vie. C'est plus que parler avec un sourire ou simplement être gentil, et ici, au Costa Rica, c'est ce que nous faisons. Nous répandons le bonheur. C'est fondamentalement comme ça. Pura Vida, c'est plus qu'un mot. C'est le mode de vie. L'Arenal Observatory Lodge à proximité sont également merveilleux. Il n'est pas rare de rencontrer ici l'un des oiseaux les plus grands au Costa Rica, le grand oco. Alors que le mâle est entièrement noir, la femelle arbore un motif rougeâtre. Le point culminant de notre visite était la montée à la tour d'observation ayant une hauteur de 20 mètres. Du haut de la tour, nous pouvions voir une multitude d'oiseaux dans le couvert forestier. Parmi eux, il y avait des toucans tocards et des toucans à carène. En traversant la forêt tropicale pittoresque, nous avons rapidement trouvé le chemin vers une cascade spectaculaire. Peu de temps après, nous n'avons pas pu nous empêcher de sourire en voyant ces vaches de la forêt tropicale. Dans la recherche d'un endroit pour le camp, nous avons eu l'occasion de tester la capacité de 4 roues motrices de notre voiture. Nous avons trouvé un bel endroit à l'extrémité nord du lac Arenal et nous nous sommes installés pour la nuit. La suite de notre voyage s'est avérée encore une fois embrumée, alors que nous nous trouvions coincés dans le trafic de temps en temps. Quand nous sommes arrivés dans le parc national Tenorio, nous avons commencé notre randonnée à l'une des plus impressionnantes cascades du Costa Rica. Cachée dans une jungle dense, la cascade Rio Celeste a une couleur vraiment fantastique. La couleur turquoise distincte de la rivière est une illusion d'optique créée par la lumière du soleil qui se reflète des minéraux de l'eau acide dans le processus appelé diffusion de mie. Mais mettons la science à part, cette rivière est merveilleuse à voir. De l'autre côté de la cascade, d'autres points de vue invitent les touristes à s'arrêter. Le sentier de randonnée suit le bord de la rivière jusqu'au moment où il se termine au confluent de 2 petits ruisseaux. Dans ce point, l'illusion optique apparaît pour la première fois. Juste après que le drone soit tombé dans la rivière, j'ai passé à l'action. Heureusement, il m'a fallu moins de 2 minutes pour le trouver. Bon travail! Ouais! Le sauveur des drones! Passe par là et dis si l'eau est chaude. Bonne idée. Une fois que je suis ici, n'est-ce pas? Ouais, une fois que nous sommes ici. Tu es dans l'eau courante, chaude et froide. Oui, c'est chaud. C'est chaud! Oui, l'eau est chaude. Bon, c'est fascinant. Merci. D'autres questions, les gars? Non. Nous avons ensuite continué notre voyage sur des routes de montagne escarpées jusqu'à atteindre un plateau venteux avec de nombreux moulins à vent. L'un des meilleurs endroits pour regarder l'activité volcanique au Costa Rica est Rincón dans le parc national Vieja. Le parc possède plusieurs mares d'eau bouillante, un volcan mini-fumant, des fumerolles dans la jungle dense et beaucoup de boue bouillante.
Les forêts majestueuses du parc abritent un grand nombre d'animaux, y compris des perroquets et des abeilles. Il est un peu plus facile de remarquer les groupes d'attelles à la recherche de la nourriture dans les arbres au-dessus. Ils se nourrissent de fruits, mais peuvent aussi manger des feuilles. Des attelles sont de grands grimpeurs. Ils utilisent leur queue comme le cinquième membre pour stabiliser leur mouvement. Parfois, on peut les voir suspendus à une branche uniquement sur la queue. Des attelles sont des animaux sociaux qui vivent en groupe jusqu'à 40 individus. Les combats de jeu entre les jeunes animaux sont tout aussi courants que la recherche d'époux les uns chez les autres. Lorsque nous avons quitté le parc, nous avons décidé de prendre un raccourci, ce qui, bien sûr, n'a eu rien de tel. Côté positif, nous avons trouvé cette rivière incroyablement bleue et nous n'avons pas hésité de nous baigner. Il était alors temps pour nous de nous aventurer à l'extrême nord-ouest du Costa Rica. Nous sommes arrivés juste à temps pour le coucher du soleil sur la côte paisible de Puerto Soleil. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés en regardant le Nicaragua. Cette région est également un hotspot pour des oiseaux marins, en particulier des pélicans et des huîtriers. Le parc national Santa Rosa, au nord-ouest du Costa Rica, offre une bonne étendue de routes tout-terrain. Il nous faut passer environ 12 km pour aller à la plage. Nous en avons couvert environ 8, mais cela devient de plus en plus chaotique. Oh, c'était un lézard sur la route. Eh bien, c'est le Costa Rica pour vous. C'est le Costa Rica. La route nous a offert beaucoup de plaisir, surtout des bourbiers que nous devions traverser. Dans ces cas-là, le voyage tend à être aussi amusant que la destination. En traversant la dense forêt, nous avons eu la chance de voir un cerf de Virginie qui se cachait dans les buissons. Au bout de la route, nous sommes arrivés sur la plage tout à fait déserte. Nous essayons simplement de préparer le déjeuner dans le parc national Santa Rosa. Mais cette tâche devient de plus en plus difficile, car une bande d'iguanes autour de nous attendent avec patience l'occasion de se procurer des petits morceaux de nourriture. Probablement, les gens les nourrissaient dans le passé, car ils ne montraient plus aucune peur des humains. Au moins, les capucins à face blanche recherchaient la nourriture eux-mêmes. Après une douche extérieure rapide, nous avons décidé de rentrer. Nous nous sommes dirigés alors vers le sud, sur Panamericana, jusqu'au moment où nous avons atteint la péninsule Nicoya. C'est alors que nous avons pris goût aux petits chemins hors des sentiers battus. Cela impliquait également d'aider occasionnellement à déplacer les arbres tombés. Nous avons traversé de nombreuses petites rivières avant d'arriver à un point de vue incroyable. Comme notre drone est tombé dans la rivière il y a 3 jours, nous l'avons mis dans le riz pour sécher pendant presque 72 heures. Voyons s'il fonctionne toujours.
De nombreux bips n'étaient pas un bon signe. Le drone a montré un défaut de la batterie. Comme la première tentative de redémarrer le drone a échoué à cause du défaut de la batterie, nous avons nettoyé en profondeur les supports de batterie avec de l'alcool et nous avons complètement redémarré l'ensemble du système. Maintenant, nous allons voir s'il va fonctionner. L'heure de vérité. On est de retour dans la course. Comme la péninsule Nicoya possède d'incroyablement belles plages, elle est aussi très touristique. En même temps, la plupart des routes sont criblées de trous. Comme si elle avait senti notre dégoût pour des trous, l'application de navigation nous a envoyés sur des pistes encore plus petites, ce qui ne nous a pas aidés à progresser. Il semblait que nous prenions une mauvaise route quelque part, car nous nous sommes trouvés sur CS Petite Route en gravier, traversée par de nombreuses rivières et avec un grand nombre de flaques boueuses. Eh bien, nous essayons simplement de trouver le déjeuner, mais cela nous prend des heures pour nous rendre à la place. À un certain point, il nous a semblé que nous ne pourrions plus bouger du tout. Finalement, ayant passé beaucoup de temps sur de petites routes, nous sommes arrivés à un restaurant spectaculaire pour profiter d'un déjeuner bien mérité. Certaines plages de la péninsule Nicoya sont aussi célèbres pour leurs visiteurs maritimes. Les tortues olivâtres viennent régulièrement sur la plage à Ostional pour pondre leurs œufs dans l'obscurité de la nuit. Un nid peut contenir de 80 à 120 œufs. Malgré le fait qu'elles sont les plus petites de toutes les tortues marines, leur taille est impressionnante. Les tortues femelles reviennent sur la même plage où elles ont éclos pour pondre leurs œufs. Le lendemain matin, nous sommes sortis à l'aube pour voir des milliers de tortues nouveau-nées se déplacer vers l'océan. Après leur sortie du sol, des bébés tortues ont un chemin difficile à parcourir. La triste vérité est qu'une seule tortue nouveau-née sur 1 000 atteindra l'âge adulte. Nous regardions avec émerveillement comment ces petits gars trouvaient leur chemin vers la mer. Il était temps pour nous de quitter la péninsule Nicoya et de nous diriger de nouveau à l'intérieur du pays. Notre application de navigation semble avoir décidé de nous envoyer uniquement sur les plus petites, les plus sinueuses, les plus chaotiques et les plus aventureuses routes. Sur notre chemin vers Monteverde, nous passions par des routes montagneuses où il n'y avait presque personne. Nous avons à peine vu d'autres voitures qui suivaient notre voie. Les routes devenaient de plus en plus petites. Mais avec des vues pareilles, nous ne pouvions pas nous plaindre des routes choisies. Dès notre arrivée, nous sommes partis faire un tour d'une plantation de café. L'idée sera simplement de bien choisir les rouges. J'aimerais, on peut dire, qu'ils soient bien cueillis, mais vous n'êtes pas censé cueillir les tiges ou d'autres choses, sinon vous serez pénalisé. Vous n'êtes pas non plus censé cueillir les grains lorsqu'ils ne sont pas mûrs. Êtes-vous prêts? Cela prend de 30 minutes à 1 heure pour un. Disons que vous pensez que c'est quelque chose que quelqu'un... Allez, essayez ça alors. Bien sûr, nous avons dégusté du café frais. On utilise le même filtre maintes et maintes fois pendant 9 mois. Après avoir beaucoup appris sur le café, nous avons continué à nous renseigner sur le fruit du cacao.
Cette chose au milieu est vraiment douce. Oh wow. That is so cool. Chocolat 100%, car le chocolat est un mélange de 2 ingrédients. Dans ce cas, les 2 ingrédients qu'on doit mélanger sont du cacao et de la vanille. C'est tout. On peut ajouter d'autres ingrédients. J'aime ajouter du sucre, mais le sucre ne fait pas partie de la recette. En fait, le sucre vient de la Nouvelle-Guinée. À l'origine, ce que les gens faisaient, ils mélangeaient tout, du cacao, de la vanille, du piment, du cacao, de la vanille, du thé du Mexique. Le thé du Mexique ressemble à un céleri. Et ils faisaient ces mélanges très bizarres avec des fruits, avec de la viande, un grand nombre de produits. Rien à voir avec le chocolat que nous connaissons de nos jours. Quelqu'un a pensé que c'était une bonne idée d'ajouter du sucre. Et c'est ça. Mais le sucre n'était pas l'un des ingrédients. Après la démonstration de plusieurs techniques de broyage des fèves de cacao, on a ajouté de la vanille au mélange et nous avons commencé à préparer nos boissons personnelles. Enfin et surtout, nous avons fait notre propre boisson rafraîchissante de canne à sucre. You didn't get a workout today, did you? Nous nous promenons dans la réserve de la forêt de nuages de Monteverde. Et comme la forêt est très belle, très verte, moussue et nuageuse, c'est quasi criminel de charger 25 $ par personne pour une promenade dans la forêt. La forêt de nuages mérite bien son surnom, car nous étions complètement entourés du brouillard. C'est un endroit mystérieusement sombre, vert et humide, qui, tout de même, grouille de vie. Monteverde quitté, nous avons pris une route montagneuse également spectaculaire. Le voyage s'est poursuivi jusqu'à la côte où nous avons rencontré de nouveau l'océan Pacifique. Nous avons installé notre camp sur la côte et nous avons décidé qu'il était temps de nous reposer. Hélas, la nature n'a pas été favorable à nos plans de détente et elle nous a envoyé une très forte pluie. En quelques minutes, le sol était inondé et notre tente a accumulé une bonne quantité d'eau. Bien sûr, nous n'avons pas laissé la pluie nous décourager. Le lendemain, nous avons visité le parc national Manuel Antonio. Il est nécessaire d'arriver tôt le matin pour avoir la chance d'admirer les plages et la vie sauvage intacte. Les foules ne tardent pas à arriver, ceux qui transforment la réserve en parc d'attractions. Nous avons alors quitté la côte Pacifique et nous avons tourné à l'intérieur du pays, car nous avions l'intention de faire une grande randonnée. Nous faisons nos premiers pas sur le sentier qui mène au sommet de la montagne Chiripo, la plus haute montagne du Costa Rica, avec une hauteur de 3820 mètres. Le début du sentier est vraiment boueux, car beaucoup de gens, aussi bien que de chevaux, ont passé par ici. Ce que nous pouvons voir d'après le volume du fumier sur le sentier, même si c'est toujours tôt le matin. Nous avons commencé notre randonnée à 6 heures du matin. Nous avons encore beaucoup de temps pour atteindre le camp de base aujourd'hui, avant de conquérir la montagne Chiripo demain matin. Non loin du sentier, nous avons trouvé un arbre mandarine. L'odeur du fruit nous promettait une collation délicieuse. Oh mon Dieu! Cela vient d'atteindre mon nez. Je vais pleurer. Naturellement, je vais le goûter moi-même. Nous avons continué notre randonnée en montant constamment à travers la forêt. De temps en temps, nous rencontrions des gens venant en sens inverse. Le beau soleil au début a été bientôt remplacé par des nuages qui le cachaient.
Après une petite pause pour le déjeuner, nous avons continué notre randonnée dans une légère bruine. Nous avons traversé avec succès le repère d'altitude de 3000 mètres. Nous pouvons vraiment sentir que l'air est devenu beaucoup plus raréfié, car nous respirons beaucoup plus difficilement. Le sentier est toujours abrupt. Nous le suivons depuis déjà presque 8 heures avec quelques pauses. Nous avons encore 4 km à marcher. Heureusement, nous atteindrons le camp avant le coucher de soleil. Peu de temps après, la couverture forestière s'est éclaircie et nous pouvions voir plus de paysages environnants. Les nuages se déplaçaient rapidement le long de la montagne et nous progressions peu à peu le long du sentier. Une fois, nous avons découvert la montagne connue comme Los Creston, il est devenu clair que le camp de base devait être quelque part non loin. C'est notre dernier tronçon, les derniers, peut-être, 200 mètres jusqu'à la destination finale pour aujourd'hui, le camp de base. Il nous a pris 11 heures d'atteindre ce point. Nous sommes vraiment épuisés. En fin de compte, on a réussi. Demain, nous conquérons la montagne Chiripo. Le lendemain matin, nous avons commencé notre montée à 2h30 du matin. Anna a vite senti que son genou lui faisait mal. Je l'ai accompagnée dans le camp et j'ai continué la montée seule. J'ai passé les derniers mètres juste avant le lever de soleil. Comment ça va ? Félicitations! Juste quelques minutes après mon arrivée au sommet, le soleil s'est levé en inondant le paysage environnant d'une lumière chaude. Peu après, les autres touristes sont partis, car certains d'eux sont passés toute une heure dans l'obscurité au sommet. Alors, j'ai pu admirer la vue tout seul. Je suis au sommet de la montagne Chiripo, la plus haute montagne du Costa Rica, avec ses 3820 mètres de hauteur. Le soleil s'est levé il y a environ une demi-heure, il se réchauffe un peu ici, mais il est toujours très venteux. La vue est magnifique dans toutes les directions. On peut voir beaucoup de montagnes environnantes et des lacs. C'est incroyablement beau, mais je dois dire que la montée était assez épuisante. Ayant passé quelque temps au sommet, j'ai décidé de rentrer. En descendant, j'ai eu l'occasion d'admirer les paysages qui étaient cachés par la nuit quand je montais. Au lieu de descendre ce jour même, comme la plupart des touristes faisaient, nous avons décidé de rester pour encore une nuit. J'ai donc profité de cette occasion pour conquérir également la deuxième plus haute montagne du Costa Rica dans l'après-midi. Avec ses 3812 mètres de haut, la montagne Cerro Ventisqueros est à peine 8 mètres plus basse que Cerro Chiripo. La vue était également magnifique et je suis resté pendant plus d'une heure en admirant la danse des nuages. Tôt le lendemain matin, nous avons commencé à descendre de la montagne. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous ayons rencontré notre vieille amie, la boue. Nous ne connaissions pas encore que nos relations avec la boue deviendraient plus étroites. Nous sommes fermement bloqués dans cette boue profonde. Elle ne semblait pas être si profonde et gluante lorsque nous sommes entrés. Évidemment, ce n'était pas une bonne idée, mais maintenant nous sommes fermement bloqués et je cherche quelqu'un qui peut nous aider à sortir. En même temps, je tâche de déterrer les roues autant que possible. Même avec le rétrogradage, nous ne pourrons pas nous débarrasser. Donc, voyons comment ça va évoluer.
Heureusement, un gars sympa est venu à notre secours. Quelques tentatives infructueuses après, j'ai commencé à comprendre la cause. Il s'est avéré que dans le feu de l'action, je conduisais en avant au lieu de conduire en arrière. Alors j'ai changé de vitesse et la tentative suivante a été réussie. Est-ce que ce petit incident pouvait nous empêcher de continuer notre aventure? Non, pas du tout. Peu après, nous avons embarqué sur le ferry de la rivière Sierpe pour continuer notre voyage vers la péninsule Ossa. En route, nous admirions des paysages spectaculaires. Le chemin vers notre destination, le village appelé Drake Bay, prévoyait plusieurs traversées de rivières. Malgré quelques belles plages, nous avons vite remarqué que le village n'était pas une escapade sauvage que nous espérions de trouver, mais plutôt un lieu d'attraction des touristes. Nous sommes partis rapidement en traversant plusieurs autres rivières, tout en nous dirigeant vers la nature sauvage. Au bout de la route, nous sommes arrivés sur la plage pittoresque. Cette plage bordait directement la jungle de Corcovado, l'une des dernières véritables régions sauvages du Costa Rica. Bien sûr, nous n'avons pas hésité à nous jeter dans l'eau claire. Comme les palmiers autour de nous étaient couverts de noix de coco, nous en avons récolté quelques-unes pour déguster une boisson rafraîchissante. Puis, nous avons pris la route du retour en traversant de nouveau les rivières sur notre chemin vers l'autre extrémité de la péninsule Ossa. Dans la recherche de l'endroit pour le camp, nous nous sommes bientôt trouvés sur une petite route tout-terrain qui traversait la jungle. Nous avons installé notre camp parmi des palmiers et avons observé certains surfeurs frapper les vagues de l'après-midi. Nous avons repris notre voyage le lendemain matin et nous avons rencontré plusieurs autres rivières en route. Merci beaucoup, Anna. Je suis mouillé de haut en bas. Merci. Peu de temps après, nous passions par un flanc d'une colline alors qu'une vue magnifique s'ouvrait devant nous. Nous avons continué jusqu'à la fin de la route où le chemin suivait simplement le lit sec d'une rivière. Et malgré le fait que le chemin était vraiment chaotique, nous apprécions vraiment le sentiment de la vie sauvage éloignée dans cette partie du Costa Rica.
Nous nous sommes rendus compte que notre temps au Costa Rica touchait lentement à sa fin et nous avons décidé de passer la dernière nuit près de l'océan. Étendus dans notre hamac, nous nous souvenions de notre voyage passionnant. Mais notre voyage n'est pas encore fini. Notre camp est vraiment magique ici. Nous avons l'océan de ce côté. Nous avons la jungle de Corcovado de ce côté et juste au-dessus de nos têtes, dans ces arbres, il y a quelques aras rouges qui se régalent des noix. C'est vraiment magique. L'ara rouge est sans doute l'un des plus beaux oiseaux du Costa Rica. Son plumage rouge, jaune et bleu vif le distingue clairement du feuillage vert de la jungle. Cependant, on peut souvent les entendre de loin avant même de les voir grâce à leurs cris perçants. La péninsule Osa est l'un des rares endroits au Costa Rica où l'on peut encore trouver ces perroquets colorés. L'ara rouge mange principalement des fruits, des noix et des grains. On peut souvent les voir se nourrir en couple ou en groupe encore plus grands. Ce comportement est connu comme les offrandes de nourriture et l'on croit qu'il renforce les liens entre les partenaires mâles et femelles. Bien sûr, la jungle était également pleine d'autres animaux. Après des singes hurleurs et des petits perroquets, nous avons remarqué un coati à nez blanc. La nature sauvage de Corcovado abrite encore 4 espèces de singes du Costa Rica. Les saïmiris sont les plus petits et sans doute les plus mignons de 4 types différents. Cependant, leur caractère mignon les rend particulièrement vulnérables et ils risquent de devenir un objet du commerce des animaux. Il était temps pour nous de quitter la péninsule Osa et de revenir au nord vers la vallée centrale. Peu de temps après, nous nous sommes trouvés sur la route de retour dans les montagnes à hauteur jusqu'à 3000 mètres vers le célèbre passage montagneux Cerro de la Muerte. Les vues étaient spectaculaires avec des nuages passant devant des pics montagneux. Nous avons réussi à installer le camp juste au moment quand le soleil a disparu derrière les montagnes. Au lieu de prendre la route principale, nous avons décidé d'explorer la route de montagne sinueuse à travers le parc national Quetzal. Les vues du paysage étaient vraiment fantastiques. Notre dernier jour ici, le Costa Rica a de nouveau répondu à nos attentes. En conduisant le long d'une route très montagneuse avec peu de carburant, nous sommes arrivés à un point où les travaux routiers étaient en cours, bloquant la route. Ayant besoin de carburant de toute urgence, j'ai demandé aux ouvriers si nous pouvions passer, mais ils nous ont simplement informé qu'il nous faudrait attendre 1 heure. Ainsi, nous sommes actuellement bloqués sur cette route montagneuse en attendant le moment propice pour poursuivre notre chemin. Nous avons attendu avec patience et vraiment, 45 minutes après le trou était rempli et nous pouvions continuer notre chemin. Nous conduisions au nord sur Panamericana dans un brouillard dense avant d'approcher les villes de la vallée centrale. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de passer à travers San José. Les 40 km nous ont pris 2 heures. Et puis, il était temps de se séparer. Après 4 semaines de voyage, parcouru 3000 km et exploré presque tous les coins du pays, nous avons dû dire au revoir au Costa Rica. À côté de tous les paysages magnifiques que nous avons vus, le Costa Rica nous a également appris à sourire face aux revers de fortune, à faire plus d'efforts lorsqu'on a du mal à avancer et à accepter que les choses ne se passeront inévitablement pas comme prévu. Cependant, nous avons appris que ce sont des moments qui deviennent nos meilleures histoires.